Dans une atmosphère déjà tendue où chaque détail peut faire basculer l'équilibre fragile de leur plan, Zoé apparaît transformée, presque méconnaissable, comme si elle avait volontairement laissé derrière elle une partie de son identité pour mieux s'infiltrer dans le monde dangereux de Christopher Wolf. Son nouveau look n'est pas seulement une question d'apparence, mais une véritable stratégie pensée dans les moindres détails, une façade soigneusement construite pour inspirer à la fois autorité et crédibilité dans cet hôtel où tout repose sur les apparences et les faux-semblants. À ses côtés, Jules et Aya observent cette transformation avec une attention particulière, conscients que chaque élément de ce déguisement pourrait déterminer le succès ou l'échec de leur opération. Zoé ne se contente pas de jouer un rôle, elle devient ce personnage, une représentante de la répression des fraudes capable de circuler librement dans les couloirs, d'observer sans être suspectée, et surtout de se rapprocher de leur cible sans éveiller le moindre soupçon. Pendant ce temps, Aya, fidèle à elle-même, prépare son entrée en scène avec une maîtrise impressionnante. Elle sait que Christopher Wolf n'est pas un homme facile à tromper, qu'il a l'habitude de lire les gens comme un livre ouvert, et que la moindre hésitation pourrait la trahir. Pourtant, loin de se laisser intimider, elle transforme cette pression en moteur, affinant chaque geste, chaque regard, chaque mot qu'elle prononcera face à lui. C'est alors que le trio se retrouve dans la chambre de Wolf, un lieu qui respire à la fois le luxe et la méfiance, comme si chaque objet était placé là pour rappeler que son propriétaire ne laisse rien au hasard. Aya avance avec assurance, adoptant immédiatement une posture de joueuse expérimentée, tandis que Jules joue son rôle à la perfection en introduisant l'argent nécessaire, précisant qu'il est intraçable, un détail qui semble capter l'attention de Wolf. Le regard de ce dernier s'attarde longuement sur Aya, cherchant à déceler la moindre faille, le moindre signe d'imposture. Mais Aya tient bon, soutenant ce regard avec une intensité calculée, comme si elle cherchait à renverser la situation, à devenir elle-même celle qui analyse, qui évalue. Elle propose alors une partie test, une manière subtile de prouver sa valeur tout en gagnant du temps pour que le reste du plan se mette en place. La tension est palpable autour de la table improvisée, chaque carte posée devenant une pièce supplémentaire dans un jeu bien plus vaste que celui du poker. Aya joue avec intelligence, prenant des risques mesurés, alternant entre audace et retenue, au point de surprendre Wolf lui-même. Même si elle finit par perdre, ce n'est pas une défaite, mais une démonstration de compétence, suffisamment convaincante pour éveiller l'intérêt de son adversaire. Wolf, intrigué, reconnaît son potentiel. Il ne se contente pas de voir en elle une simple joueuse, mais perçoit une certaine audace, une capacité à naviguer dans des eaux troubles sans perdre pied. C'est précisément ce qu'il recherche pour sa partie privée du lundi, un cercle fermé où seuls les profils les plus intéressants sont admis. En l'acceptant, il ouvre sans le savoir une porte que Zoé et les autres attendaient avec impatience. Dans le même temps, loin de cette tension stratégique, une autre dynamique se met en place autour de Luna et de sa troupe de théâtre. L'ambiance y est totalement différente, mais tout aussi chargée d'émotions, comme si chaque répétition devenait le reflet des sentiments inavoués de ceux qui y participent. Lorsque Luna réalise qu'un acteur manque pour le rôle de Roméo, elle se tourne vers Idriss, presque instinctivement, comme si une partie d'elle savait déjà qu'il accepterait. Idriss, d'abord hésitant, finit par céder, davantage pour aider Luna que par réel intérêt pour le théâtre. Pourtant, dès les premières répétitions, quelque chose change. Il ne se contente pas de réciter des répliques, il entre dans le rôle, laissant transparaître une sensibilité qu'il ne montre habituellement pas. Face à lui, Chloé incarne Juliette avec une intensité qui rend la scène presque réelle, brouillant les frontières entre fiction et réalité. À ce moment-là, la scène prend une tournure inattendue. Les deux comédiens se rapprochent, portés par la logique du texte, jusqu'à frôler un baiser qui semble suspendre le temps. Luna, en observant cette proximité, ressent un trouble qu'elle ne peut ignorer, une sensation étrange, presque douloureuse, comme si elle venait de prendre conscience de quelque chose qu'elle refusait jusque-là d'admettre. Baptiste, lui aussi présent, perçoit cette tension et intervient rapidement, trouvant une excuse pour interrompre la scène avant que le baiser n'ait lieu. Ce geste, en apparence anodin, révèle en réalité un malaise partagé, une gêne collective face à une situation qui dépasse le simple cadre du théâtre. Plus tard, lorsque l'agitation retombe, Luna se retrouve face à Idriss, incapable de dissimuler totalement ce qu'elle ressent. Elle admet, à demi-mot, que le voir si proche de Chloé l'a perturbée, une confession qui en dit long sur l'évolution de ses sentiments. Idriss, fidèle à lui-même, minimise la situation, affirmant qu'il n'a accepté ce rôle que pour rendre service, mais cette explication semble insuffisante face à l'intensité du moment qu'ils viennent de partager. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Lucie continue de naviguer dans ses propres tourments.
Elle se confie à Noémie, laissant apparaître une frustration grandissante face à son exclusion de la troupe. Pour elle, ce refus n'est pas seulement une déception, mais une remise en question, un sentiment d'injustice qui la pousse à douter d'elle-même. Noémie tente de la rassurer, adoptant une approche plus pragmatique, lui expliquant que certaines relations ne peuvent pas être affichées sans conséquence. Elle évoque Louisa, soulignant que cette dernière ne prendra jamais le risque d'assumer une relation avec un collégien, une réalité difficile à accepter pour Lucie, mais qui semble inévitable. Ainsi, tandis que les émotions s'entremêlent et que les relations se complexifient, le plan de Zoé avance, lentement mais sûrement, chaque pièce trouvant sa place dans un puzzle encore incomplet. Pourtant, derrière cette progression apparente, une menace silencieuse commence déjà à se dessiner, prête à surgir au moment le plus inattendu. Pendant que l'illusion construite autour d'Aya commence à produire ses effets, Zoé, elle, poursuit son travail dans l'ombre avec une précision presque chirurgicale. Chaque déplacement dans les couloirs de l'hôtel est calculé, chaque regard échangé avec le personnel est maîtrisé, comme si elle avait toujours appartenu à cet univers. Pourtant, derrière cette façade assurée, une tension constante la traverse, car elle sait que la moindre erreur pourrait faire s'effondrer l'ensemble du dispositif. C'est dans cet état de vigilance extrême qu'elle met en place l'une des étapes les plus délicates du plan, obtenir l'empreinte digitale de Christopher Wolff. Contrairement à une intrusion classique, il ne s'agit pas de forcer un accès, mais de contourner intelligemment les défenses, d'utiliser les habitudes de la cible contre elle-même. Zoé comprend que Wolff est un homme de routine, attaché à ses gestes quotidiens, et c'est précisément cette régularité qui devient une faille exploitable. Dans le même temps, Jules se voit confier un rôle crucial. Là où Aya joue la carte de la séduction stratégique et Zoé celle de l'infiltration, lui doit agir avec discrétion, presque invisiblement, comme une pièce secondaire mais indispensable. Lorsqu'il s'approche de Wolff pour lui proposer un simple verre d'eau, le geste paraît anodin, presque banal. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache toute la complexité de leur opération. Le moment est suspendu, fragile, dépendant d'un équilibre subtil entre naturel et calcul. Wolff accepte le verre sans méfiance apparente, comme si cette interaction faisait partie de son quotidien. Jules, en apparence détendu, veille à ne rien laisser transparaître, à ne pas trahir l'importance de cet instant. Lorsqu'il récupère enfin le verre, un soulagement discret l'envahit, car il sait que l'essentiel est accompli. Zoé, en recevant cette empreinte, ressent immédiatement le poids de ce succès partiel. Le coffre, jusque-là inaccessible, devient soudain une possibilité concrète, presque tangible. Pourtant, elle ne se laisse pas emporter par cette avancée, consciente que le plus difficile reste à venir. Car ouvrir le coffre n'est pas seulement une question technique, mais un défi logistique, nécessitant une coordination parfaite entre tous les membres de l'équipe. Pendant ce temps, Aya continue de s'imposer dans l'univers de Wolff. Son intégration progressive dans le cercle de poker n'est pas un hasard, mais le résultat d'un travail minutieux où chaque interaction est pensée pour renforcer sa crédibilité. Elle observe, analyse, apprend les codes implicites de cet environnement où la confiance est rare et où chacun joue un double jeu. C'est alors que l'acceptation officielle de Wolff pour la partie du lundi prend tout son sens. Ce n'est pas seulement une invitation, mais une validation, une reconnaissance implicite qui place Aya au cœur même du dispositif qu'il cherche à infiltrer. Pour Zoé et Jules, cette nouvelle représente une avancée majeure, mais aussi une source d'inquiétude supplémentaire, car plus Aya se rapproche de Wolff, plus le danger devient réel. Dans un autre registre, la dynamique autour de la troupe de Luna continue d'évoluer, révélant des tensions émotionnelles qui, bien que différentes de celles du plan, n'en sont pas moins intenses. Idriss, désormais engagé dans son rôle de Roméo, se retrouve confronté à une situation qu'il n'avait pas anticipée. Ce qui devait être un simple service rendu se transforme peu à peu en expérience troublante, où les émotions du personnage semblent se mêler aux siennes. Face à lui, Chloé ne se contente pas de jouer Juliette, elle incarne une présence qui perturbe l'équilibre fragile d'Idriss. Leur proximité sur scène crée une ambiguïté difficile à ignorer, une tension qui dépasse le cadre du jeu et qui devient perceptible pour ceux qui les entourent. Luna, en particulier, ne peut rester indifférente à cette évolution. À ce moment-là, Luna commence à prendre conscience de la complexité de ses propres sentiments. Ce qu'elle avait jusque-là relégué au second plan s'impose à elle avec une force inattendue. Voir Idriss dans les bras d'une autre, même dans un contexte fictif, agit comme un révélateur, une mise en lumière brutale de ce qu'elle ressent réellement. Baptiste, quant à lui, observe la situation avec une certaine lucidité. Il comprend que ce qui se joue dépasse largement le théâtre, que les émotions en présence ne peuvent être contrôlées aussi facilement qu'un texte ou une mise en scène.
Son intervention pour interrompre la scène du baiser n'est pas seulement un geste de prudence, mais une tentative de préserver un équilibre déjà fragile. Dans le même temps, Lucy continue de chercher sa place, oscillant entre espoir et désillusion. Son exclusion de la troupe agit comme une blessure difficile à refermer, d'autant plus qu'elle nourrit des sentiments qu'elle ne peut exprimer librement. Ses échanges avec Noémie deviennent alors un refuge, un espace où elle peut déposer ses frustrations sans craindre d'être jugée. Noémie, fidèle à son approche directe, tente de ramener Lucy à une réalité plus pragmatique. Elle souligne les obstacles, les différences, les limites imposées par leur environnement, des éléments que Lucy préfère ignorer mais qui finissent par s'imposer à elle. Cette confrontation entre idéal et réalité crée une tension intérieure qui ne cesse de grandir. Ainsi, tandis que le plan contre Wolf progresse avec une précision inquiétante, les relations humaines autour de lui se complexifient, révélant des fragilités, des désirs inavoués et des conflits latents. Tout semble avancer simultanément, comme si chaque intrigue alimentait les autres, créant un enchevêtrement de situations où le moindre événement peut avoir des répercussions inattendues. Mais au cœur de cette mécanique parfaitement huilée, un élément imprévisible s'apprête à bouleverser l'équilibre établi, menaçant de transformer une opération maîtrisée en un chaos difficilement contrôlable. À mesure que les pièces du plan s'assemblent avec une précision presque inquiétante, une nouvelle variable inattendue vient s'immiscer dans l'équation, menaçant de faire vaciller tout ce que Zoé, Aya et Jules ont construit avec tant de minutie. Ce danger ne vient ni de Wolf lui-même, ni d'une erreur interne, mais d'un élément extérieur, imprévisible, qui s'installe sans le savoir au cœur même de leur dispositif, Patrick Nebout. Tout commence de manière anodine, presque banale. Patrick et Babette, désireux de célébrer leur anniversaire de mariage loin du tumulte du quotidien, décident de réserver une chambre dans cet hôtel, précisément celui où se déroule la partie de poker clandestine de Wolf. Leur choix n'a rien de stratégique, rien de calculé, et pourtant, il va bouleverser l'équilibre fragile de l'opération en cours. Lorsque Zoé découvre cette information grâce à la caméra qu'elle a installée dans les couloirs, une tension immédiate s'installe. L'image de Nebout apparaissant dans le champ de la caméra agit comme un choc silencieux, une alerte brutale qui vient interrompre le sentiment de contrôle qu'elle avait jusque-là réussi à maintenir. Ce n'est pas seulement la présence d'un policier qui l'inquiète, mais le fait qu'il soit si proche de la cible. Dans le même temps, Jules et Aya prennent pleinement conscience de la gravité de la situation. La chambre réservée par Nebout et Babette se trouve juste en face de celle de Christopher Wolf. Cette proximité, qui pourrait sembler insignifiante dans un autre contexte, devient ici un risque majeur. Chaque déplacement dans le couloir, chaque ouverture de porte, chaque bruit pourrait attirer l'attention de Nebout, un homme entraîné à remarquer ce que les autres ignorent. Zoé, malgré la montée d'adrénaline, tente de garder la tête froide. Elle analyse rapidement les options, pesant chaque possibilité avec une lucidité impressionnante. Faut-il interrompre l'opération? Adapter le plan? Prendre le risque de continuer malgré tout? Chaque choix comporte ses propres dangers, et le temps presse. Pendant ce temps, Aya, toujours en première ligne face à Wolf, ne peut se permettre la moindre distraction. Elle doit continuer à jouer son rôle avec la même intensité, la même précision, comme si rien n'avait changé. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude commence à s'installer. Elle sait que la moindre faille dans son comportement pourrait être exploitée par Wolf, qui n'hésiterait pas à remettre en question sa présence. Dans ce contexte tendu, la moindre interaction devient lourde de sens. Un regard trop appuyé, une hésitation imperceptible, un geste mal contrôlé pourrait suffire à éveiller les soupçons. Aya se retrouve alors dans une position délicate, contrainte de maintenir une façade parfaite tout en étant consciente que la situation lui échappe en partie. C'est alors que Zoé décide de poursuivre malgré tout. Pour elle, abandonner maintenant reviendrait à perdre tout ce qu'ils ont déjà obtenu, notamment l'empreinte digitale de Wolf, qui constitue une avancée décisive. Mais cette décision n'est pas prise à la légère. Elle implique d'accepter un niveau de risque bien plus élevé, où chaque erreur pourrait avoir des conséquences irréversibles. Dans le même temps, l'atmosphère au sein de la troupe de théâtre continue de se charger d'émotions contradictoires. Idriss, désormais pleinement engagé dans son rôle, commence à ressentir le poids de cette double réalité où le jeu et la vérité s'entremêlent. Ce qui n'était qu'un service rendu à Luna devient peu à peu une expérience qui le dépasse. Face à lui, Chloé semble également affectée par cette proximité imposée. Leurs échanges, bien que dictés par le texte, prennent une dimension plus personnelle, comme si les mots de Shakespeare révélaient des sentiments qu'il n'oserait exprimer autrement. Cette ambiguïté rend chaque répétition plus intense, plus difficile à gérer. Luna, de son côté, ne peut plus ignorer ce qu'elle ressent.
Le trouble qu'elle a éprouvé en voyant Idriss sur le point d'embrasser Chloé ne s'est pas dissipé. Au contraire, il s'est transformé en une interrogation plus profonde, une remise en question de ses propres émotions. Elle se demande si elle a involontairement poussé Idriss vers une autre, si son attitude a contribué à créer cette distance qu'elle ressent désormais. Dans ce climat émotionnel complexe, Baptiste reste un observateur attentif. Il perçoit les tensions, les non-dits, les regards échangés, et comprend que la situation pourrait rapidement devenir incontrôlable. Son intervention précédente n'était qu'un début, une tentative de contenir quelque chose qui semble désormais inévitable. Pendant ce temps, Lucie continue de lutter avec ses propres frustrations. Son sentiment d'exclusion s'intensifie, nourri par une impression d'injustice qui ne cesse de grandir. Les paroles de Noémie, bien que réalistes, ne suffisent pas à apaiser cette douleur. Au contraire, elles renforcent l'idée que certaines barrières sont impossibles à franchir. Ainsi, tandis que Zoé et son équipe s'approchent dangereusement de leur objectif, les tensions internes et externes se multiplient, créant un climat où chaque décision devient critique. L'équilibre est plus fragile que jamais, suspendu à une série de choix dont les conséquences pourraient dépasser tout ce qu'ils avaient anticipé. Et dans cet enchevêtrement de stratégies, d'émotions et de risques, une question demeure. Combien de temps encore pourront-ils maintenir cette illusion avant que tout ne s'effondre ? Alors que la pression atteint un niveau critique autour de l'opération visant Christopher Wolff, chaque membre du groupe se retrouve confronté à ses propres limites, à ses propres doutes, comme si le plan, pourtant si méthodiquement construit, révélait désormais ses fragilités les plus profondes. Zoé, en particulier, ressent ce basculement. Elle qui jusque-là contrôlait chaque paramètre, chaque variable, se retrouve face à une réalité qu'elle ne peut totalement maîtriser. La présence constante de Patrick Nebout dans un périmètre trop proche pour être ignorée. Dans les couloirs feutrés de l'hôtel, l'atmosphère semble s'être alourdie. Chaque bruit de porte, chaque pas résonne avec une intensité nouvelle, comme si le moindre détail pouvait trahir leur présence. Zoé observe les images de la caméra avec une concentration extrême, tentant d'anticiper les déplacements de Nebout, de prévoir ses habitudes, de comprendre son rythme. Mais contrairement à Wolff, Nebout n'est pas une cible passive. Il est instinctif, imprévisible, et surtout entraîné à détecter l'anormal. Dans le même temps, Jules commence à ressentir le poids de la situation. Lui qui avait réussi à agir avec calme lors de la récupération de l'empreinte digitale se retrouve désormais confronté à une tension permanente. Chaque mouvement dans les couloirs devient une source d'angoisse, chaque croisement potentiel avec Nebout une menace directe. Pourtant, il continue d'avancer, porté par la conviction que revenir en arrière n'est plus une option. Aya, de son côté, poursuit son immersion dans l'univers de Wolff avec une détermination intacte. Elle comprend que c'est précisément maintenant que tout se joue, que la moindre faiblesse pourrait anéantir ses efforts. Face à Wolff, elle maintient une posture irréprochable, alternant entre assurance et subtilité, comme si elle cherchait à se fondre complètement dans ce rôle qu'elle a créé. Mais derrière cette façade, une tension sourde s'installe. Aya sait que plus elle gagne la confiance de Wolff, plus elle s'expose. Chaque échange devient un test, chaque regard une évaluation. Wolff, fidèle à lui-même, ne laisse rien passer. Il observe, analyse, décortique, comme s'il cherchait à comprendre ce qui se cache réellement derrière cette joueuse apparue soudainement dans son cercle. À ce moment-là, le plan atteint un point de non-retour. L'empreinte est en leur possession, l'accès au coffre devient une possibilité concrète, mais les conditions ne sont plus idéales. La présence de Nebout transforme chaque tentative en pari risqué, où le moindre imprévu pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Pendant ce temps, dans un univers parallèle en apparence plus léger, mais tout aussi chargé d'émotions, Luna fait face à une prise de conscience qu'elle ne peut plus repousser. Le trouble qu'elle a ressenti face à Idriss et Chloé ne cesse de grandir, se transformant en une interrogation plus profonde sur ses propres sentiments. Elle repense à ce moment précis, à cette scène suspendue où Idriss, dans la peau de Roméo, s'approchait de Chloé avec une intensité troublante. Ce n'était pas seulement une répétition, mais un instant où les frontières entre le jeu et la réalité semblaient s'effacer. Et c'est précisément cette ambiguïté qui la déstabilise. Lorsqu'elle se retrouve seule avec Idriss, Luna ne peut s'empêcher de revenir sur cet épisode. Ses mots sont mesurés, presque prudents, mais ils traduisent une émotion réelle, une gêne qu'elle ne parvient pas à masquer complètement. Idriss, fidèle à sa nature, tente de désamorcer la situation, minimisant l'importance de ce moment, insistant sur le fait qu'il ne s'agit que d'un rôle. Pourtant, cette explication ne suffit pas à apaiser Luna. Elle comprend que ce qu'elle ressent ne peut être réduit à une simple réaction passagère. Il y a quelque chose de plus profond, de plus complexe,
qui commence à émerger, et qu'elle devra tôt ou tard affronter. Dans le même temps, Baptiste continue de jouer un rôle discret mais essentiel dans cet équilibre fragile. Il observe, analyse, intervient lorsque nécessaire, comme s'il cherchait à maintenir une forme de stabilité dans un environnement où les émotions menacent de tout emporter. Lucie, quant à elle, se retrouve de plus en plus isolée dans ses propres questionnements. Son exclusion de la troupe, loin de s'estomper, devient une source constante de frustration. Elle observe de loin les répétitions, les interactions, les rapprochements, avec un mélange d'envie et de douleur. Ces échanges avec Noémie, bien que réconfortants, ne suffisent plus à combler ce vide. Ainsi, tandis que les tensions émotionnelles atteignent leur paroxysme dans la sphère personnelle, le plan contre Wolf s'approche de son moment décisif. Chaque élément est en place, chaque rôle est défini, mais l'équilibre reste précaire. Et au centre de cette mécanique complexe, une certitude s'impose peu à peu. Il suffira d'un seul imprévu, d'un seul instant de trop, pour que tout bascule définitivement. À ce stade, tout semble suspendu à un fil invisible, comme si chaque personnage évoluait au bord d'un précipice sans en mesurer pleinement la profondeur. Zoé, malgré son sang-froid apparent, ressent avec une acuité nouvelle la fragilité de leur entreprise. L'empreinte de Christopher Wolf est entre leurs mains, l'accès au coffre est désormais possible, et pourtant, jamais le danger n'a été aussi proche. Dans les couloirs de l'hôtel, l'ombre de Patrick Nebu plane comme une menace silencieuse. Sa présence, initialement anodine, prend une dimension presque oppressante. Chaque déplacement qu'il effectue devient un facteur de risque, chaque instant où il pourrait croiser Aya, Jules ou Zoé une occasion de tout faire basculer. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que Nebu n'est pas simplement un client parmi d'autres, il est un policier expérimenté, habitué à lire entre les lignes, à percevoir ce qui échappe aux autres. Zoé, consciente de cette réalité, redouble de vigilance. Elle ajuste les moindres détails, modifie les trajectoires, anticipe les déplacements, comme si elle tentait de réécrire en temps réel un plan déjà lancé. Pourtant, malgré tous ses efforts, une vérité s'impose à elle, elle ne contrôle plus tout. Et cette perte de contrôle, aussi minime soit-elle, suffit à créer une tension constante, presque insoutenable. Dans le même temps, Aya continue de jouer son rôle face à Wolf avec une précision remarquable. Elle sait que la moindre hésitation pourrait éveiller ses soupçons, que le moindre faux pas pourrait la trahir. Alors elle avance, toujours plus loin dans cette relation ambiguë où la confiance n'est qu'une illusion fragile. Wolf, de son côté, reste fidèle à lui-même. Derrière son apparente ouverture, il continue d'observer, d'analyser, de tester. Il n'est pas dupe de la nature du monde dans lequel il évolue, et c'est précisément cette méfiance permanente qui le rend si dangereux. Aya le sent, elle perçoit cette vigilance constante, cette capacité à détecter les incohérences, et cela renforce encore la pression qui pèse sur elle. À ce moment-là, le plan atteint son point critique. Tout est en place pour accéder au coffre, mais les conditions ne sont plus idéales. La présence de Nebu, l'instabilité émotionnelle du groupe, les risques accumulés. Tout converge vers une situation où la moindre erreur pourrait être fatale. Pendant ce temps, sur un tout autre plan, les tensions émotionnelles atteignent également leur apogée. Luna, désormais incapable de nier ce qu'elle ressent, se retrouve face à une réalité qu'elle ne peut plus ignorer. Son trouble face à Idriss ne disparaît pas, au contraire, il s'intensifie, se transformant en une prise de conscience douloureuse mais inévitable. Elle comprend que ce qu'elle a vu lors des répétitions n'était pas anodin, que cette proximité entre Idriss et Chloé a révélé quelque chose de plus profond. Une jalousie, peut-être, ou simplement la peur de perdre quelqu'un qui compte plus qu'elle ne l'avait admis jusque-là. Idriss, quant à lui, reste dans une position ambiguë. Il minimise, rationalise, tente de ramener la situation à quelque chose de simple, mais au fond, lui aussi ressent ce changement. Ce rôle de Roméo, qu'il pensait temporaire, agit comme un révélateur, mettant en lumière des émotions qu'il ne peut plus ignorer complètement. Baptiste, fidèle à son rôle d'observateur, continue de surveiller l'équilibre fragile qui s'est installé. Il comprend que ce qui se joue dépasse largement le cadre du théâtre, que les relations évoluent, se transforment, parfois malgré ceux qui les vivent. Lucie, de son côté, reste en marge, observant cette dynamique avec un mélange de frustration et de tristesse. Son exclusion de la troupe ne cesse de la hanter, renforçant un sentiment d'injustice qui devient de plus en plus difficile à supporter. Les paroles de Noémie résonnent encore dans son esprit, mais elles ne suffisent pas à apaiser ce qu'elle ressent. Ainsi, toutes les intrigues convergent vers un même point de tension. Le plan contre Wolf est prêt à être exécuté, mais il repose sur un équilibre instable. Les relations personnelles se complexifient, les émotions prennent le dessus,
et les risques deviennent de plus en plus difficiles à maîtriser. Dans cet enchevêtrement de stratégies et de sentiments, une seule certitude demeure, rien ne se passera comme prévu. Et tandis que la nuit tombe sur Marseille, enveloppant la ville d'un calme trompeur, chacun avance sans savoir que le moment décisif approche, prêt à révéler la vérité derrière les masques, à briser les illusions, et à transformer définitivement le cours des événements.